n'a jamais parié ne serait-ce qu'une seule pièce sur moi. J'ai toujours été l'outsider. 21 victoires, 11 défaites et un nul. C'est pas un palmarès habituel pour un combattant UFC. Et pourtant, Morgan Charrière est de ceux qui font le show dans la cage. Aujourd'hui à l'UFC, c'est 4 bonus de soirée pour 5 combats. Il s'est très vite exposé aux haters et aux critiques. Aujourd'hui, on parle d'un combattant qui n'a jamais été mis KO dans l'octogone ou par la vie, malgré les défaites. Morgan The Last Pirate Charrière. Né le 22 avril 1995 à Poissy, Morgan Charrière grandit en étant doué dans quasiment tous les sports. Mais ce qu'il voulait faire, c'était des arts martiaux. Le judo s'impose assez vite comme choix. Mais à 17 ans, il a des envies de striking et veut se tourner vers le MMA. Enfin, à l'époque, en France, on l'appelle pas vraiment encore comme ça. Il commence le MMA dans un petit club associatif de Mantes-la-Jolie, sans infrastructure haut de gamme ni de coach star. En même temps, à l'époque, il n'y en a pas vraiment beaucoup en France. Il commence très vite les combats professionnels sans vraiment s'attarder en amateur. En même temps, encore une fois, c'était pas vraiment développé en France. Et à tout juste 19 ans, il se lance dans le grand bain. Avec 2 victoires au premier round par KO, ça s'annonce plutôt très bien. Mais l'année 2015 va véritablement être une année noire pour Morgan. 3 défaites, je comprends pas vraiment. Pourtant, je m'entraîne et je comprends pas. Et je me dis, en fait, peut-être je suis nul. 3 défaites officielles et une supplémentaire en match d'exhibition. Il fallait réagir et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Je vais m'entraîner comme un ouf. Je sais pas comment, mais je vais m'entraîner comme un ouf. Et ça, ouf, il va l'être. En 2016, il va combattre 8 fois. France, Luxembourg, Belgique et même en Chine. Il finit l'année en battant un Français que vous connaissez très certainement car il est lui aussi à l'UFC, William Gomis. Avec cette victoire, notre pirate finit l'année avec 7 victoires pour une seule défaite. D'ailleurs, Last Pirate, c'est une référence à son prénom, choisi par son père en l'honneur du corsaire devenu pirate, Henry Morgan. Et oui, c'est lui qu'on retrouve sur les bouteilles de Captain Morgan pour mes chers alcooliques. Enfin bref, Morgan, c'est pas Morgan, c'est Morgan. Il commence à être reconnu en France et à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'organisations, à part le KOC ou le 100% Fight pour combattre. Et pour le 100% Fight 29, un tournoi 66 kg est organisé, et après une belle demi-finale face à un Italien, sa route va encore croiser celle d'un grand combattant français. Et malgré beaucoup de cœur de la part de Morgan, Saladin a un volume supérieur et s'impose logiquement par décision unanime. Par la suite, Morgan va s'exporter en Ukraine et en Belgique, et surtout il va vraiment faire du MMA. Car oui, encore une fois, on rappelle, en France à l'époque, c'est interdit, c'était du pancrace, sans cage et sans frappe au sol. 3 victoires nettes par KO, une défaite sur décision majoritaire et un nul. Et petite précision qui va être importante pour la suite de la carrière de Morgan, en MMA, une victoire à la décision ça peut être unanime, c'est quand tous les juges sont d'accord. Majoritaire, c'est quand 2 juges votent pour un combattant et un juge vote match nul. Et décision partagée, c'est quand 2 juges votent pour un combattant et un juge pour l'autre combattant. Ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Mais vous verrez que dans le cas de notre pirate, ça va arriver très souvent, et bien souvent au pire moment de sa carrière. Avec un palmarès de 12-6-1, c'est pas la folie pour aller démarcher les grosses orgas européennes que sont le BAMA ou le Cage Warrior. Qui à l'époque, enfin même si c'est encore le cas aujourd'hui pour le Cage Warrior, sont un peu l'antichambre de l'UFC pour le vieux continent. Sauf que depuis quelques temps, Morgan s'entraîne au SBG Ireland, le club de Conor McGregor. Je peux combattre au Cage Warrior là dans 10 jours, mais c'est la ceinture à 66 contre Soren Bak. Il bat tout le monde dans la KT, il était champion 70 kg, il descendait à 66 pour faire la ceinture, donc pour faire double champion. Et le champion à 66 s'est blessé, et du coup il cherche un mec pour se faire niquer. C'est un peu du suicide. Mais une proposition de combat pour le titre au Cage Warrior, c'est inespéré. Et surtout, ça pourrait relancer sa carrière, car gagner cette ceinture, c'est généralement signe d'une signature à l'UFC ou encore au Bellator. Le combat sera très engagé. Good first round for the Frenchman, but lateral drop from Bak. He made to work for it here. Oh, big pick up on the leg, catch the time to work. 3 minutes left on the clock. Lands a good firing back with a few shots of his own, takes another elbow. Oh, and another. Il se soldera malheureusement par une défaite sur décision majoritaire, encore une fois. Habituez-vous parce que ça va arriver beaucoup de fois.
Et même si le Danois a eu de bonnes phases de grappling, il n'a pas vraiment fait de dégâts, et que ce soit dans l'attitude dans les derniers rounds ou l'intensité des frappes, de mon point de vue, Morgan méritait la victoire. Et là on est en 2019, le MMA n'est pas légalisé en France et ça fait déjà 20 ans qu'on prend les Français uniquement pour des faire-valoir. On les appelle souvent au dernier moment dans des catégories qui sont pas les leurs, ou alors avec un timing ultra serré pour pouvoir faire le poids. En gros, on les met vraiment pas dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent briller dans les autres organisations. Et en Angleterre, si tu gagnes pas franchement ton combat, ils te feront toujours perdre à la décision. Du coup, un nouveau rouge sur le palmarès, c'est plutôt relou, mais au moins il a livré une guerre face à un mec qui lave littéralement tous ses adversaires. Donc l'un dans l'autre, Morgan a gagné au moins sa place dans la meilleure orga européenne de l'époque, et c'est déjà ça. 3 mois plus tard, on le book contre Lewis Monarch, un combattant solide mais bien moins fort que Sorenbach sur le papier. Morgan sera encore une fois au-dessus, et pourtant à l'annonce du résultat, c'est encore une décision partagée. Et on le voit très bien à la vidéo, le visage de Morgan se crispe avant d'être soulagé à l'annonce de son nom. Il enchaînera encore 3 mois plus tard face à Dean Truman et renouera avec une victoire par KO. Une victoire qui fait du bien et qui va tomber en même temps qu'une rencontre très spéciale. En 2019, Morgan est contacté par Kameto, un des plus gros streamers français. Enfin, gros, un des streamers les plus suivis, ça c'est sûr, et aussi un peu avec de l'embonpoint, et du coup il va lancer une émission Plus Jamais Gros avec son ami Kotei. L'idée c'est de suivre la transformation physique de streamers en surpoids coachés par Morgan. Morgan est sur internet depuis quelques années, ses premières vidéos sur YouTube datent de 2017, et c'était une époque où les combattants ne communiquaient pas beaucoup. Mais lui, il est jeune, et il comprend que les réseaux peuvent être un véritable tremplin. Donc, quand cette occasion se présente, il ne demande pas d'argent à Kamel, mais simplement de l'exposition. Et ce sera beaucoup plus rentable pour sa carrière. Ce projet change tout. Le public de Twitch est très différent du monde du sport, et il tombe sous le charme de Morgan. Il vulgarise la nutrition, les bases de l'entraînement, tout en conservant son aura de combattant et de coach. Sa notoriété explose littéralement, il est d'ailleurs le combattant le plus suivi à l'époque en France, et ses réseaux sociaux prennent une dimension nationale. Il devient une véritable passerelle entre deux mondes, celui du gaming et celui du sport de combat. Parce que oui, on peut faire du sport de combat et jouer à des jeux vidéo. Ce qui fait que lorsque son combat pour la prochaine ceinture est annoncé, tout le monde est derrière lui. Sauf que 2020, c'est le Covid. 2 combats d'annulés en mars et en septembre pour finalement une date en décembre face à Perry Goodwin. Très exactement 6 ans après son premier combat pro. La hype est folle et le combat sera même retransmis sur le service internet de M6, Sisplay. Une première pour le MMA en France. Et là, c'est le moment de briller. Il fait une entrée stylée, il va marquer un très grand coup. Le grand coup, c'est Perry Goodwin qui va le prendre. Après avoir ouvert Goodwin dans le 3e round à l'arcade, il va rester calme et continuer de le chasser jusqu'à trouver le point final du combat. C'est bon, il l'a fait, il est champion, il peut reprendre son rêve de la route vers l'UFC. Enfin, pas si sûr. Normalement, quand t'es champion au Cage Warrior, on te laisse un minimum respirer et profiter un petit peu de ta ceinture. Ça peut laisser le temps à l'UFC de t'appeler pour un short notice. Sauf que le 12 décembre, il y a eu un combat important entre 2 prospects de la catégorie. Paul Hughes, pressenti un peu comme la relève irlandaise de Conor, et Jordan Vucenic, un anglais ultra prometteur. L'anglais battra évidemment l'irlandais sur une décision partagée, et oui, ils aiment bien ça au Cage Warrior, enfin, surtout pour avantager les anglais, hein. Et Vucenic demande son title shot contre le français. Forcément, l'année 2020 avait été creuse avec le Covid, et Morgan veut rester actif car son objectif, encore une fois, c'est l'UFC. Il accepte le combat pour le mois de mars, et ça va pas du tout se passer comme prévu. Morgan s'incline sur décision partagée. Étonnant, tout le monde dit que c'est un vol car d'ailleurs on ne retire pas une ceinture à un champion sur une décision partagée. Si la victoire n'est pas nette, la ceinture reste au champion. Sauf si t'es pas anglais. Mais le Cage Warrior avait sûrement d'autres plans pour Vucenic qui auraient été beaucoup plus rentables pour eux. Forcément, une organisation anglaise, un anglais champion, ça fait vendre des places en Angleterre.
Grosse déception et maintenant il fallait récupérer la ceinture, mais le rematch prévu en juin ne se fera jamais. Vucenic invoquera une blessure, mais Morgan n'y croit pas du tout. Il avait juste peur de se faire botter le cul. C'est donc le contender numéro 1 qui devra faire face à Morgan, Paul Hughes. Et quant à deux mecs qui se sont fait voler un combat face au mec qui est maintenant champion, bah ils veulent prouver que c'est eux les vrais champions. La ceinture. Ça rentre à la maison. T'as pas moyen. Et le combat sera absolument incroyable. 5 rounds de folie avec du MMA de haut niveau. Morgan s'incline encore sur une décision majoritaire, ça fait 2 combats pour le titre qu'il perd coup sur coup. Et en plus il sort du combat avec 2 grosses blessures. Et là c'est absolument terrible en termes de gestion de carrière pour le français. Parce que même si le combat sera désigné Fight of the Year sur l'UFC Fight Pass, et que le futur prouvera que Hughes est un réel top mondial, alors que Vucenic vient tout juste de se faire sortir de l'UFC, à l'époque c'est une situation terrible. Morgan se retrouve avec un palmarès de 15-9-1, le rêve de l'UFC, c'est terminé. Et là, à partir de là, descente aux enfers. Je me fais allumer de tous les côtés. On se moque de moi, même les médias MMA se moquent de moi. En plus de ça, son plancher orbital est fracturé, il va devoir rester loin de la cage pendant un long moment. Ça fait 7 ans qu'il galère, il est déjà à plus de 25 combats. Il a tout sacrifié pour rien. Et en vrai, il y en a plein qui auraient abandonné à ce moment-là, mais pas Morgan. Par contre, Morgan a la faculté en fait de toujours créer des opportunités après une difficulté. Et pourtant, sur les réseaux, les gens vont véritablement se déchaîner. C'est mérité pour lui, bien fait, de toute façon c'est qu'une fraude, tu pues la merde, vous l'avez dit qu'il avait pas le niveau, c'est juste un youtubeur, machin, nanana. En plus des défaites, le fait de ne plus être soutenu, bah ça va littéralement faire switcher Morgan. J'ai accepté que les gens ils voulaient me descendre, ils voulaient me chier à la gueule et tout, j'ai accepté. Je me suis dit maintenant je suis le méchant, y a pas de souci. Et heureusement pour Morgan, le patron du Cage Warrior, c'est pas quelqu'un des réseaux. Et il me disait franchement, reste ici, donne-moi 4 victoires et t'inquiète, tu peux aller à l'UFC. Un an d'arrêt avant un combat prévu à Rome qui sera finalement annulé car l'adversaire ne fera pas le poids. Un cutting pour rien, la fatigue et tout ce que ça entraîne évidemment. Une grosse frustration de plus avant d'affronter finalement le Hollandais Daniel Bazant. Le 20 novembre 2022, un combat dur où Morgan impose un bon premier round mais s'use physiquement, ce qui rend le combat difficile. Fantastic work, look at that, get the angle, and this is a great way of opening up that the domination and the transition into the grapple. Even though we half guard sweep, Cage is away. Flat feet. Et encore une décision partagée. Judge Leatherby scores this contest 29-28 in favor of Bazant. Le visage de Morgan ne trompe pas. C'est le clap de fin si son bras ne se lève pas. Your winner by way of split decision. In the red corner, Morgan, the last pirate. C'est bon Morgan ? Un petit mot. Je suis content d'avoir gagné. C'est pas de cette façon que je voulais gagner, mais bon. On a des petits trucs à travailler. Voilà. Et heureusement que Bazant n'est pas anglais si tu veux mon avis. Bon là va falloir se poser un petit peu et changer des choses. Pedro Sousa le 29 avril, avec un palmarès de 17-4, un grappleur dont il faut véritablement se méfier. Et putain ça va mal commencer. Morgan se fait prendre le dos puis tombe dans un triangle pendant 3 longues minutes. C'est tout doucement Morgan, regardez, essaie de s'échapper. Il va y arriver, il peut y arriver hein. Il peut y arriver, il essaie. Et il va vraiment être vénère à sa sortie. Il l'a ouvert avec un coup de Superbe. coude. Ça c'est bravo, oui. Encore un coup de coude qui Magnifique, passe, encore. oui. Encore. Et superbe. Oh la violence. Pas de risque. Sousa va se faire déboîter, il ne pourra pas reprendre le deuxième round suite à un arrêt du médecin. D'ailleurs, Pedro Sousa il s'est fait fouetter 2 fois cette année par notre Nantais Amin Ayoub. Bref, une victoire qui fait du bien, mais avec quelques frayeurs. Là, il n'y a plus de temps à perdre, 3 mois plus tard, il affronte un autre Brésilien, Diego Silva. Ouais, et encore ce captif. Balaye. Attention à la distance. Ah, voilà. Et sur un échange de coups, il a pas aimé, il l'a pas aimé, Silva le crochet. Silva voilà, qui accélère. Il aime pas. Ouais. Ah, il aime pas. Ouais, Ah, il aime pas. Silva, accélération de Morgan. C'est terminé. C'est terminé. L'UFC Paris 2, c'est dans 1 mois et demi, et il y a un espoir d'être sur la carte. Cette dernière est déjà bien remplie, mais Morgan a renoué avec la victoire et il reste un des chouchous du public en France. I just got to tell you about Cage Warriors. Yeah. You can never fight on Cage Warriors again. Okay. But, nah, you're kidding me. I'm not kidding you, buddy. Congratulations!
You're gonna make your UFC debut in Paris. Enfin, il l'a fait. Maintenant qu'il y est, obligé de marquer les esprits. Pas de décision, il faut finir les combats. Et Manolo Zecchini, c'est un gros striker qui n'a été que 2 fois à la décision dans toute sa carrière. Ça s'annonce explosif, mais c'est le match-up qu'il fallait pour Morgan. Il sera en maîtrise tout le long avant de le fusiller avec 2 gros middle coup sur coup. Morgan. Attention à pas sortir les mains à la fenêtre. Ouais, le middle. J'avais dit, hein. Oh, le front kick. Il est touché, il va pas terminer. Morgan qui s'impose, parti KO dès le premier round. Un combat qui lui rapportera le bonus de la performance de la soirée. Pour la suite, il doit initialement faire face au coréen Sung Woo Choi. Un adversaire qui semble respecter une certaine logique de progression, mais malheureusement le coréen sera forfait, et c'est Chepe Mariscal à leur 30e mondial qui sera choisi. Et encore une fois, ça va être un combat de malade entre 2 brutes qui vont véritablement rien lâcher. Ça va aller dans tous les sens. Qui vient tout de suite essayer d'aller au corps à corps, très belle lutte. Une belle guillotine en réaction. Un premier round très difficile à départager. Un second round clairement pour Morgan. Là, il a été cueilli, mais derrière, elle laisse sa carte de visite sur le visage de Mariscal. Hein. Il est bien amoché déjà. Le deuxième round. Le front kick magnifique contré par Morgan qui l'amène au sol. Et un dernier round encore très équilibré, mais où Mariscal finit malheureusement en position forte. Il faut sortir le parapluie là. Ouais, c'est bien, magnifique. Waouh, ça c'était beau. Ça c'était beau. Ça c'est beau ce qu'il nous a fait Charrière. Ah, il y a un contrôle fort au niveau des hanches et voilà, et c'est ça exactement. C'est bien de la Par contre, il frappe tout le temps. Hein. For your winner by split decision, Chepe Machinga. Aïe 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 aïe. Encore une défaite par décision partagée. Ouais, même à l'UFC. Franchement, faudrait tenir les comptes de tous les combattants, mais à mon avis, il est pas loin du record mondial, c'est pas possible autrement. Le combat est élu combat de la soirée, donc encore une fois, un bonus. C'est une défaite, mais ça semble être la meilleure version de Morgan qu'on a vue jusqu'à présent. Pour l'UFC Paris 3, il fera face à Gabriel Miranda, un Brésilien qui s'était fait battre dans la catégorie supérieure par Benoît Saint-Denis. Morgan va prendre son temps et sera pas vraiment inquiété tactiquement ou physiquement. Attention, je suis pas sûr que c'est une bonne idée ça. Hein. Non, j'avais rentré, encore un, et derrière il défonce super bien. Là ça va se compliquer hein, pour Miranda. Sentiment, hein, je te rejoins, on n'a pas le sentiment que Miranda puisse faire la différence dans ses frappes. Non. Encore une performance de la soirée. 3e bonus d'affilée, 50K, encore. Un peu de repos et en mars 2025, c'est un très gros challenge qui attend Morgan en la présence de Nathaniel Wood. Un Anglais à l'UFC depuis 2020 qui est vraiment très solide. Tu comptes plus sur cette guerre ou est-ce que tu comptes plus juste sur l'avancement dans le classement? Non, le plus important c'est de gagner. C'est vraiment de gagner. Garde très haute. Oh, et le contre. Oh là là, il est envoyé au tapis, Morgan. Le problème, c'est que là, il tombe peu à peu dans un espèce de piège. Ouais, mais c'est 3 secondes, c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement. Et là, pour le coup, rien à dire. Morgan a été dépassé dans beaucoup de compartiments, notamment le striking. Bon, vous commencez à le connaître, c'est pas une chute qui va stopper notre pirate. Et le 12 juillet, il va combattre Nate Landwehr chez lui, à Nashville. Il est donc en terrain ennemi, mais il a l'habitude et ça va pas le déranger. But I'm pretty sure I will knock him out. Good one next. Ça, c'est le Morgan agressif, le méchant qui va chercher le finish quand il faut, et ça fait plaisir. Combat de la soirée, encore un bonus, 4e bonus sur 5 combats pour 2 défaites. Et finalement, ça résume assez bien la carrière de Morgan. Bon, il est temps de répondre à la question. Pourquoi tout le monde sous-estime Morgan? La réponse, elle est facile. Je pense qu'ils sont un peu biaisés par le record. 21-11-1, c'est sûr qu'on est loin des palmarès presque immaculés des grosses têtes de l'UFC. Sauf que quand Morgan a commencé en 2014, le MMA en France, c'est pas légal. Il y a que du pancrace, et le circuit amateur est quasiment inexistant. En plus, il y a des galères de matchmaking partout, car les Français n'étaient souvent que des faire-valoir qu'on appelait en short notice pour les organisations étrangères. Mais dès qu'on rentre dans le détail de ces combats, tu vois qu'il ne refuse jamais personne, et qu'il livre de véritables guerres à tous les prospects qu'on lui envoie. Et surtout, il perd qu'à la décision. Il n'est jamais tombé KO. Et ça, c'est vraiment ouf, parce que quand t'as déjà livré plus de 30 combats, t'as quand même pas mal de chances de te prendre un KO. Sur 11 défaites, il y a une soumission en début de carrière sur 10 décisions.
Et sur ces 10 décisions, il y en a 5 partagées ou majoritaires. Franchement, je peux me tromper, mais je crois que c'est du jamais vu. Ça veut dire que ça aurait quand même pu pencher à son avantage 5 autres fois. Et clairement, pour moi, vu Senic et Soren Bak, c'est du vol. Quant à ses défaites plus récentes à l'UFC, que ce soit Chepe Mariscal ou Nathaniel Wood, je suis sûr qu'ils vont intégrer le top 15 de la catégorie très prochainement. C'est donc pas n'importe qui. Mais maintenant, quelle suite pour Morgan? Sur le papier, et pour moi surtout, vu que c'est ma vidéo, il a clairement le potentiel d'intégrer le top 15. La division featherweight est en pleine transition. Les anciens s'essoufflent, les places se libèrent, mais le danger est ailleurs. Yo, c'est Mowgli du montage, ne fais pas attention à ma tête, la semaine d'entraînement a été un petit peu compliquée, on a pris quelques pètes. Je me suis rendu compte pendant le montage que c'était pas forcément très clair ce que je voulais exprimer par rapport à la catégorie des featherweight et pourquoi pour moi il y a de la place, notamment pour Morgan, pour intégrer le top 15, mais je vais t'expliquer ça tout de suite avec le ranking UFC. Alors si on prend le ranking, forcément on a un Volkanovski qui est encore champion, qui paraît difficile à battre, hein. Même si Movsar, voilà, c'est un nom qui fait du bruit et logiquement c'est lui qui va avoir le prochain title shot. Je vois pas Movsar battre Volkanovski, sauf grosse erreur stratégique de la part de Volkanovski. Après on est quand même sur un Volk qui vieillit et qui va finir par se faire battre par quelqu'un d'autre que Topuria ou Makhachev, de toute façon ça va arriver c'est sûr. On a Diego Lopez qui était aussi très prometteur mais au final on voit que ça n'a pas suffi. Yair Rodriguez qui pour moi n'a pas les armes pour devenir champion un jour, ou alors il faudra peut-être un hasard de calendrier, ou etc. pour prendre une ceinture intérim. Ortega qui vieillit, et après on a toute une jeune garde qui arrive, avec aussi les anciens qui descendent, je pense à Josh Emmett, Patricio Pitbull, etc. On a des personnes qui vont continuer à descendre dans le classement, comme Danny Gay, parce que Danny Gay, il n'a pas pour moi de réelle vocation à être dans le top 15, il a beaucoup de défaites, alors il a rendu beaucoup de services à l'organisation, mais pour moi, est-ce qu'il a vraiment le niveau du top 15 ? Je pense pas, pour moi c'est plutôt un gatekeeper qui doit t'assurer justement en le battant de rentrer dans le top 15, un peu comme plein de combattants qui sont en fin de carrière finalement. Et t'as toute cette jeune garde, alors voilà, avec Jean Silva qui a fait énormément de bruit, avec toute la team des Fighting Nerds, qui va monter aussi petit à petit. Mais voilà, il y a plein de noms, par exemple comme David Onama aussi, qui fait pas mal de bruit. Leron Murphy qui est invaincu, on le rappelle, donc voilà, même s'il est un petit peu plus ancien, il est invaincu. En plus là, Leron Murphy va être chargé d'accueillir un nouvel arrivant au sein de l'UFC, c'est Aaron Pico, c'est quelqu'un qui était très en place au Bellator et puis au PLFL quand il y a eu la fusion. Le combat était initialement prévu contre Movsar, donc c'était vraiment un cadeau qu'on faisait, un accueil à Aaron Pico en disant écoute, tu vas pouvoir rentrer dans l'organisation et t'as quasiment après ta chance pour le title shot si jamais tu bats Movsar. Ça se fait pas parce que Movsar a du pull-out et du coup c'est Leron Murphy qui prend la suite. Ça va être un gros test, donc peut-être que Leron Murphy aura sa première défaite, ou alors il va consolider son statut de « je suis là et je suis parti pour aller très haut ». C'est assez rare les gros cadeaux comme ça, on sait que l'UFC avait fait à peu près pareil avec Michael Chandler à l'époque, qui arrivait aussi du Bellator. Là ils ont envie de pousser Aaron Pico parce que c'est quelqu'un d'explosif, c'est quelqu'un qui a un très bon profil pour pouvoir être une superstar potentielle de la catégorie aussi. Donc voilà, il y a des gros changements en cours. Et pour moi, en fait, il va y avoir mécaniquement des personnes qui vont descendre petit à petit, des gros noms, Rodriguez, Ortega, qui vont petit à petit glisser vers le top 10, voire même la fin du top 15, et ça va laisser des opportunités à d'autres combattants justement de les intégrer. Pour moi, Chepe Mariscal devrait l'intégrer vraiment très rapidement, ça va être pareil pour Nathaniel Wood, et en fait, il y a de la place pour Morgan Charrière d'ici un an et demi, s'il continue sur sa lancée, à mettre des KO, à éviter justement les petits pièges que l'UFC va pouvoir lui mettre sur son chemin. Et pour moi, il n'y a pas de raison qu'en 2027, il soit pas dans le top 15. Mais c'est mon point de vue, dis-le moi en commentaire si tu penses pareil ou pas. Parce que derrière, il y a une génération qui frappe très fort. Des jeunes prospects affamés, sans réel nom au sein de l'UFC, mais avec les crocs. Ce genre d'adversaire, c'est un piège. Même une victoire peut coûter trop cher. Une guerre inutile, des blessures qui font perdre du temps, un classement qui bouge à peine et aucun vrai gain médiatique. Et en cas de défaite, c'est une marche arrière brutale. Morgan doit choisir ses combats. Stratégiquement. Chacune de ses apparitions dans la cage doit être mûrement choisie. Et des noms à éviter, il y en a plein. Des profils ultra dangereux, peu connus du grand public, mais capables de faire exploser une hype en un seul combat. José Delgado, Haider Hamil, Pat Sabatini ou encore Kevin Valeros. Oui, on en a parlé dans la vidéo sur les Fighting Nerds parce qu'il a déjà les yeux rivés sur Jean Silva. Tous ces mecs-là sont moins bien classés que William Gomis, mais représentent un risque bien plus élevé pour un retour médiatique quasi nul. Et justement, parlons un peu de Gomis. Lui aussi, l'UFC ne l'épargne pas vraiment. L'enchaînement Brito, Hamil et prochainement Ruchala, il n'y a pas de combat facile. Et derrière ça, un bilan plutôt fragile. 2 décisions partagées, une décision majoritaire. À ce niveau-là, il a plus le droit à l'erreur. Morgan, lui, il est dans une bien meilleure position.
Parce qu'il livre du spectacle à chaque combat. Avec 4 bonus UFC à son actif, il est devenu un nom qu'on veut voir performer dans la cage. Et ça, défaite ou pas, c'est ce qu'il faut faire pour être dans les petits papiers de Dana White. L'UFC le sait, et c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à construire intelligemment autour de Morgan. À ne pas le cramer trop vite sur un prospect un peu sous-coté. Et attention, il s'agit pas de fuir les défis, parce qu'il l'a jamais fait. Il s'agit plutôt de choisir les bons combats au bon moment pour bâtir quelque chose de plus grand. Vous l'aurez compris, ça n'a pas toujours été facile pour Morgan. Et c'est aussi dû au fait de s'exposer publiquement sur les réseaux. Car des gens qui s'intéressent qu'en surface au MMA ont pu le critiquer et sont donnés à cœur joie quand sa carrière était pas au top. Personnellement, j'aimerais vraiment qu'il ait la chance d'intégrer le top 15, car de mon point de vue, il le mérite tout simplement. Il l'a souvent dit, mais des opportunités de signer des contrats plus lucratifs au PFL par exemple, il en a eu. Il a jamais dit qu'il serait champion de l'UFC, mais que son rêve c'était d'être à l'UFC. Ça c'est fait, et maintenant ce serait cool qu'il récolte un peu les lauriers de son travail depuis des années. Il a tout sacrifié, et c'est pour ça que je lui souhaite d'aller le plus loin possible au sein de l'organisation. Moi, Morgan Charrière, on n'a jamais parié ne serait-ce qu'une seule pièce sur moi. J'ai toujours été l'outsider. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réalisé, je l'ai eu grâce à la sueur de mon front. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous laver